Bonjour à tous, bienvenue sur cette vidéo. Aujourd'hui on va parler du harcèlement. Du harcèlement grâce à ma mère. Donc je vais demander à ma mère de se présenter. Elle va nous parler du harcèlement. Salut Matt, bonjour à tous. Alors maman, dans quel domaine as-tu subi du harcèlement? Bien, je dirais que le harcèlement s'est produit dans une situation à laquelle je me serais jamais attendue de ma vie. Parce que cette forme de harcèlement, en tout cas je le qualifie comme tel, a touché mon statut de maman. Le statut qui est à mes yeux le plus précieux. Et cette situation est survenue lorsque des personnes professionnelles ou censées être professionnelles et pour lesquelles on attendrait justement d'avoir une ouverture d'esprit et une connaissance notamment de la neurodiversité ne comprennent pas le sujet. Et en l'occurrence, ça s'est passé il y a quelques années dans l'école dans laquelle vous étiez, les enfants. Je pensais avoir instauré une relation de confiance avec l'équipe encadrante et enseignante, sauf que certaines attitudes ou situations n'ont pas été comprises et ont été perçues comme dites préoccupantes. Et au lieu d'établir le dialogue et la relation de confiance avec l'école a alerté. Et finalement, nous nous sommes retrouvés dans une situation où les services sociaux se sont vus remettre notre dossier familial. Et ça a été très dur pour moi. Je suis passée à mes yeux, je me considérais comme une bonne maman, voire des fois une super maman, parce que c'est vraiment le rôle dans lequel je me suis toujours le plus épanouie, à une maman qui ne savait plus qui elle était, à une maman accusée, voire coupable d'une situation que je n'avais pas commise et pour laquelle je devais me justifier. Et ça a été très difficile, ça a duré, je dirais, 4 ans, mais pas 4 années pleines avec cette pression. La pression forte a duré une bonne année, 2 ans, mais je dirais la première année, ça a été extrêmement difficile parce que il fallait que je m'explique de choses qui ne s'expliquent finalement que par la neurodiversité, la neuroatypie à des personnes qui ne comprenaient absolument pas de quoi il en retournait. Par rapport aux professionnels qui sont pas ouverts, eh bien je vois ce que tu veux dire avec l'hôpital. C'est-à-dire ? Eh bien à l'hôpital, j'ai eu une dépression par rapport à la mort en particulier et ça a totalement changé ma vision des choses. Elle est devenue extrêmement négative et l'hôpital a commencé à lui-même avoir peur et m'a finalement rejeté de son hôpital. Alors attention, petit warning, Mathéo et moi ne sommes pas en train de jeter un regard négatif ou accusateur sur le système scolaire, social ou médical. Nous sommes surtout en train d'alerter sur le fait, véritablement, que beaucoup de ces services et de ces institutions ne connaissent absolument pas, ou en tout cas pas suffisamment, et pensent le connaître parfois, le sujet de la neurodiversité et de la neuroatypie. Ah oui, bien entendu, je ne dis absolument pas que les personnels ne savent pas ce qu'ils font. Je connais des personnels qui sont très efficaces niveau mental. Je connais par exemple le CMP qui a été très pratique, oui. Le CEMADO qui est très utile aussi. Et puis à l'hôpital Vinatier, il y a certains personnels qui ont l'air d'être instructifs. Cependant, il y a forcément des personnels qui sont personnels, on ne sait pas pourquoi. En tout cas, cela démontre que le harcèlement survient dans des phases d'incompréhension. Quand on ne comprend pas la personnalité de personnes, eh bien, on va avoir tendance à les juger et du coup à les harceler. C'est le cas de tout le monde et c'est la base du harcèlement. C'est vrai. C'est lorsqu'il y a une situation, un comportement, une façon d'être qui est jugée comme anormal, qu'on n'apporte pas de lecture ou avec du sens dessus, et lorsqu'il y a un jugement, en particulier un jugement négatif, et qu'en plus on a une forme d'autorité quelconque, ça peut donner lieu à effectivement du harcèlement. Et comme lorsque tu étais à l'hôpital, quand on est arrivé avec papa, si tu te souviens, le psychiatre nous a parlé sur un ton accusateur alors que nous on était venus demander de l'aide et on était d'accord pour que tu te fasses hospitaliser pour être aidé, et au final on nous questionnait, c'est votre fils, qu'est-ce qui se passe? Et c'est pas la première fois et c'est pas exceptionnel d'avoir ce type de regard. Même les psychiatres ne comprennent pas, je confirme, la neurodiversité. Je pense que c'est important d'en parler parce que dans ce type de situation, une famille, des parents ou même un individu se retrouve complètement isolé. Et ce que je peux dire, et je peux en témoigner, quand on se retrouve dans une telle situation, le sentiment premier peut être la culpabilité et ou la honte, on est gêné. Et donc,
Quand on est gêné et qu'on a honte ou qu'on se sent coupable, on s'isole, on n'en parle pas et on a l'impression finalement qu'on est seul à vivre ce type de situation, alors que plus tard, lorsque j'ai commencé à m'ouvrir et à raconter ce que nous avions vécu, je me suis rendu compte qu'un certain nombre de familles qui ont des enfants atypiques, eh bien, avaient vécu des situations similaires, soit beaucoup moins graves, soit à l'inverse, beaucoup plus graves. Comme par exemple, tu te rappelles Mathéo ? Tu parles de la fille qui a fugué ? Oui. Oui, effectivement, cette fille, elle était autiste. Les voisins pensaient qu'il y avait eu de la maltraitance, mais en fait, c'est juste qu'elle se sentait obligée de fuguer par sa fenêtre parce qu'elle était autiste et que c'était sa manière de fonctionner. Et ça a causé de gros problèmes à la famille, ce genre d'histoire. Je pense que la difficulté peut venir aussi du regard qu'on porte sur soi, parce que très souvent, finalement, quand il y a une situation comme celle-ci, on pense qu'il n'y a pas de fumée sans feu, ou que s'il y a quelque chose, c'est qu'il y a anguille sous roche. Et c'est quelque chose qu'aujourd'hui, je souhaite vraiment faire savoir et faire connaître pour que vous puissiez à la fois vous préparer d'une manière ou d'une autre, peut-être être moins naïf que nous l'avons été à cette époque-là, parce que moi j'ai eu vraiment tendance à faire confiance, à parler librement et à penser que nous allions avoir de l'aide, parce que j'avais demandé plusieurs fois de l'aide. Et aujourd'hui, c'est clair que je ne réagirai absolument pas de la même façon. Que ferais-tu si tu devais revivre ce moment ? Alors j'espère que ça ne se reproduira pas, mais ça ne se reproduira absolument pas. Réellement, si une situation devait se reproduire, et plutôt si je pouvais revenir en arrière, ce qui n'est pas possible non plus, mais on apprend aussi de son vécu, eh bien je ne serais pas aussi gentille et confiante. Et je pense qu'aujourd'hui, clairement, je serais plus en mode lionne, à défendre les intérêts de notre famille, de nos enfants, et à tout de suite poser mes limites là où finalement je n'en ai pas posé. Quel message as-tu à faire passer aux gens qui pourraient subir ça et aussi aux services sociaux ? Alors, aux gens, ce que je pourrais dire aux personnes, aux familles, aux individus qui sont dans des situations comme celle-ci, qui ne sont pas compris et qui se retrouvent soit acculés, culpabilisés, isolés, eh bien c'est un message réellement, ne vous isolez pas. Ne soyez pas gênés, n'ayez pas honte. On n'est pas en train de parler ici de maltraitance, de mauvais soins, de vraies défaillances. Je parle des incompréhensions que peuvent vivre les familles d'enfants neuroatypiques ou dont les parents ont aussi des neurodiversités. Quant au message que je ferai passer aux services sociaux, j'avoue que c'est encore difficile et qu'à ce jour, j'ai une vraie forme de rancœur, de douleur. Alors c'est vrai que ça commence à se réparer, à se cicatriser, mais aujourd'hui, je ne serai pas en mesure de parler paisiblement avec ces personnes. Par contre, j'imagine qu'il y a des personnes qui relèvent de ces services, des services sociaux, médicaux et scolaires, qui ont vraiment envie de comprendre, de connaître. Et si je peux contribuer à faire passer ce message, j'ai envie de vous dire, lorsqu'il n'y a pas de maltraitance, de mauvais soins, de laisser aller ou d'abandon, et qu'il y a quelque chose, une situation qui se produit dans une famille, observer, questionner et chercher à aider avant finalement de pointer, d'enfoncer et de créer de la difficulté, de la douleur, de la souffrance, là où il y avait déjà des difficultés initiales. Mais il serait nécessaire d'apporter de l'aide plutôt que de la culpabilité. Et bien entendu, formez-vous. C'est vrai. C'est aussi pour ça, entre autres, qu'aujourd'hui j'en ai fait mon métier et que même si mon but c'est surtout de mettre en avant la richesse des neurodiversités dans l'entreprise, bien ça peut aussi passer par la communication, la formation auprès de ces différentes institutions, mais aussi auprès de vous les familles, parce que vous avez besoin d'être aidés. Je pense qu'aujourd'hui, nous, ce qu'on offre, c'est ce qu'on aurait aimé trouver à cette époque-là. Et toi, Mathéo, ça serait intéressant d'avoir ton regard sur cette situation. Comment est-ce que tu l'as vécu ? Eh bien, moi, cette situation, je la trouvais un petit peu stressante. On avait tous les services sociaux à dos, et puis nos parents se faisaient accuser injustement. Puis après, je trouvais ça drôle parce que les services sociaux, en fait, étaient des abrutis. Puis ensuite, à la fin, je me suis dit, bon, pourvu qu'ils se cassent parce que je commence à en avoir marre. Mais je me souviens que les services sociaux nous offraient des glaces et que je trouvais ça super cool. En fait, cette histoire de harcèlement ressemble un peu à l'histoire qu'on a en ce moment avec l'INSEE. C'est aussi du harcèlement et elle s'est suicidée. Est-ce que on pourrait en venir à ce genre d'extrême dans ton cas ?
Alors, ça c'est une situation dramatique pour cette jeune fille et c'est vrai que le harcèlement, on pense le plus fréquemment aux enfants, aux adolescents parce que c'est vrai qu'ils n'ont pas cette maturité affective, psychologique et physique pour affronter ce type de situation. Maintenant, une famille qui se retrouve dans des situations comme celle-ci où, en raison de la neuroatypie, on est accusé et en plus on ne peut pas trouver de solution parce qu'il n'y a pas de solution immédiate face à ces accusations-là. Parce que même si on accuse, l'enfant ou le parent atypique ou autre ne va pas pouvoir changer comme ça. Ce sont des traits de personnalité. Eh bien, je pense qu'on peut arriver à des extrêmes assez dramatiques. Alors moi, pour ma part, j'ai jamais pensé à mettre fin à mes jours. Simplement, en tant que maman, on m'a vraiment accusée, et je parle pas au nom de mon mari, mais c'est exactement la même chose. On s'est senti accusé comme étant de mauvais parents, pas à la hauteur. Si au bout d'un moment, on n'en voit pas le bout, ça peut créer des vraies situations dramatiques. Ce message qu'on vous porte avec Mathéo, c'est certes une alarme, mais c'est surtout un message qui se veut positif parce que il y a de l'espoir. Le fait qu'on en parle et qu'on soit de plus en plus à finalement faire le clair sur ces situations d'incompréhension, je pense que ça va permettre aux familles qui vont trouver notre message et qui sont concernées de savoir qu'il y a un espoir, qu'il y a une porte de sortie, qu'il est possible d'en parler, qu'il n'y a pas à avoir honte de la neurodiversité et qu'on peut aussi demander de l'aide. Et si parfois auprès des institutions, on n'a pas cette aide immédiate, il y a toujours une possibilité, un moment ou un autre, de sortir du tunnel. Nous, on a vu le bout du tunnel et aujourd'hui, finalement, moi, je peux dire qu'on est vraiment entouré d'équipes qui sont soutenantes, qui nous comprennent, qui même voient en nous des parents qui s'occupons du mieux que l'on peut de notre famille, certainement pas à la perfection, mais du mieux que nous le pouvons. Je pense notamment au CMP de notre commune ou de notre secteur et à d'autres professionnels qui nous entourent. On trouvera toujours de l'incompréhension. Maintenant, on sait que ça fait partie du parcours. Nous avons compris, tiré des leçons. Peut-être que notre posture aussi, notre manière de nous affirmer a changé. Je pense qu'aujourd'hui, je suis beaucoup plus affirmée. Et je veux vous dire que si vous vous retrouvez dans cette situation, n'hésitez pas à prendre contact avec nous, à témoigner, à demander de l'aide. Parce qu'il y a toujours une possibilité de trouver quelqu'un qui a vécu une situation similaire. Bon bah merci beaucoup à ma mère pour cette vidéo, c'était très instructif et j'ai bien aimé, j'espère que vous aussi, ce serait mieux que vous aimiez bien plutôt que moi. Je peux vous confier que lui parler de ça lui a beaucoup coûté, pas moi, moi ça m'a pas touché du tout. Et ben je vous souhaite une bonne journée, au revoir.